Alors, un simple bandana, à première vue, on se dit, bon, c'est juste un bout de tissu, non? Et pourtant, dans les poches arrière de la communauté LGBTQ+, ce petit carré de tissu est devenu un langage secret hyper puissant. C'est de cette histoire qu'on va parler, de cette communication qui se passe de mots. Voilà, c'est exactement la question au cœur de tout ça. Comment un accessoire de mode, quelque chose d'aussi banal en apparence, a-t-il pu se transformer en un véritable lexique silencieux pour exprimer son identité, ses désirs et son appartenance à une communauté? Oh bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce système, ça s'appelle le flagging, ou plus simplement, le code du mouchoir. En gros, c'est un langage visuel. Au lieu d'utiliser des mots, on utilise des couleurs et surtout leur emplacement pour dire discrètement qui on est et ce qu'on recherche. Mais attention, ce code n'est pas né d'un simple jeu ou d'une mode. Il a émergé d'un besoin, un besoin urgent de sécurité, à une époque où la discrétion, c'était littéralement une question de survie. Il faut vraiment s'imaginer l'ambiance de l'époque. On parle des années 50, 60 et même 70. Être ouvertement queer pouvait signifier la prison, la perte de son emploi, l'ostracisme total. Les descentes de police dans les bars gays étaient monnaie courante. Dans ce climat de peur, parler ouvertement de ses désirs, c'était juste impensable. Il fallait donc trouver une autre solution. L'histoire de ce code, elle est vraiment fascinante. Certains disent qu'elle remonte jusqu'au 19e siècle, à l'époque où les cow-boys utilisaient des bandanas de couleur pour savoir qui menait la danse. Mais c'est vraiment dans les années 50 et 60 que le code a pris son essor, d'abord comme un signal de sécurité. Puis, le grand tournant, c'est dans les années 70. Des publications commencent à mettre de l'ordre, à standardiser les couleurs, et là, on passe d'un outil de prudence à un véritable dictionnaire du désir. Et cette citation de Hal Fisher, elle est parfaite pour ça. Elle capture ce moment clé. San Francisco, début des années 70. C'est là que tout se cristallise. La ville devient l'épicentre où ce langage secret est affiné, codifié, popularisé. C'est là que sont jetées les bases du système qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça marche ce langage? En fait, c'est assez simple une fois qu'on a les deux règles fondamentales. C'est une sorte de grammaire visuelle. La première règle, et c'est la plus importante, c'est l'emplacement. Tout est là. Poche arrière gauche, ça signale un rôle actif ou top. Poche arrière droite, c'est l'inverse, ça indique un rôle passif ou bottom. C'est simple, c'est efficace et c'est la base universelle de ce code. La deuxième règle, ce sont les couleurs. Et là, chaque couleur correspond à une pratique bien précise. Par exemple, le noir, c'est pour le S&M, le bleu foncé pour le sexe anal, le bleu clair pour le sexe oral, le gris pour le bondage. Ça, ce sont vraiment les classiques, les couleurs les plus connues, qui forment le vocabulaire de base de ce lexique visuel. Mais si incroyable, c'est que ce code n'est pas du tout figé dans le marbre. Au-delà de cette palette de base, le langage a explosé pour inclure plus de 150 nuances différentes pour des intérêts parfois très spécifiques, très de niche. Ça montre bien que c'est un système vivant qui évolue en permanence avec sa communauté. Et aujourd'hui alors, est-ce que le bandana est toujours d'actualité? Eh bien, l'esprit du flagging, lui, a survécu, c'est sûr, mais il s'est métamorphosé. Il a adopté de nouvelles formes pour de nouvelles générations et de nouvelles communautés. En fait, l'idée de base du flagging a inspiré plein de nouveaux codes. Le principe gauche-droite, par exemple, on le retrouve parfois avec un trousseau de clés accroché au passant du jean. D'autres communautés ont inventé leurs propres symboles, comme le femme flagging avec des couleurs de vernis à ongles, ou encore l'anneau noir, qui est devenu un signe de reconnaissance discret pour la communauté asexuelle. L'outil change, mais l'intention, elle, reste la même. Évidemment, l'arrivée du numérique a tout changé. Avec les applications de rencontres, où on peut afficher ses préférences noir sur blanc, le besoin d'un code secret a forcément diminué. La conversation qui était autrefois silencieuse et pleine de sous-entendus dans les bars se déroule maintenant ouvertement sur les profils en ligne. Alors au final, que reste-t-il de ce code? Son héritage va bien au-delà d'un simple accessoire de mode. C'est devenu un symbole culturel vraiment puissant. Cette analyse de l'historien Nikita Shepard, elle résume parfaitement l'impact profond de ce code. Il n'a pas seulement servi à trouver des partenaires, non. Il a aidé à construire toute une culture pro-sexe, à déstigmatiser plein de pratiques différentes et à promouvoir une attitude d'ouverture, d'exploration du désir, sans jugement. Et c'est ça, le point essentiel à retenir. Le code du mouchoir, c'est bien plus qu'une simple anecdote historique. C'est la preuve de l'ingéniosité et de la résilience d'une communauté qui, face au danger et à l'oppression, a su inventer son propre langage pour créer du lien, pour affirmer son identité et pour célébrer sa diversité. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. À notre époque, celle des profils numériques où tout semble explicite, on pourrait penser que ces langages secrets sont complètement obsolètes. Mais le sont-ils vraiment ?
Quels sont les codes subtils, les références culturelles, les petits clins d'œil qu'on utilise encore aujourd'hui, peut-être sans même s'en rendre compte, pour signaler qui on est et pour trouver les nôtres?